Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule sur le chapitre 16 dans le module 5. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le module 5, c'est-à-dire le dernier module de l'année, l'énergie et ses transformations. Nous sommes dans le chapitre 16, l'énergie mécanique, et aujourd'hui on va voir la deuxième partie de la matière, c'est-à-dire les sections 16.3, l'énergie potentielle gravitationnelle, et 16.4, la conservation de l'énergie mécanique, et on va voir aussi la conservation de l'énergie totale. Un petit rappel, nous avions vu précédemment l'énergie cinétique et le théorème de l'énergie cinétique. Alors, qu'est-ce que l'énergie potentielle gravitationnelle? On avait déjà vu précédemment que l'énergie, c'était la capacité d'effectuer un mouvement ou une transformation. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle, ce serait, comme le mot le dit, l'énergie potentielle, c'est-à-dire le potentiel d'effectuer une transformation quelconque. On sait que dans le nom aussi, que l'énergie potentielle gravitationnelle sera liée à la gravité ou la gravitation d'une manière ou d'une autre. L'énergie potentielle gravitationnelle est liée à la position de l'objet par rapport au sol, par exemple, ou au niveau terrestre. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle, en réalité, c'est quand un objet est placé en hauteur et a le potentiel de tomber vers le sol. L'objet a donc le potentiel de se déplacer de la hauteur auquel se trouve l'objet. Donc, par exemple, un objet se trouve à 1 mètre, il aurait le potentiel de se déplacer de 1 mètre, c'est-à-dire jusqu'à temps de percuter le sol. Donc, on dit que l'énergie potentielle gravitationnelle qu'un objet possède est liée à sa masse et surtout à sa position au-dessus d'un niveau de référence, généralement la surface terrestre, et se calcule de la manière suivante. L'énergie potentielle gravitationnelle est égale à la masse fois l'accélération gravitationnelle fois la hauteur au-dessus du niveau de référence. L'énergie potentielle gravitationnelle est toujours en joules, la masse en kilogrammes. L'accélération gravitationnelle est de 9,81 mètres par seconde carré sur Terre et la hauteur sera exprimée en mètres. Une petite attention ici, si on se trouve sur un autre astre que la Terre, évidemment, l'accélération gravitationnelle ne sera plus la même. Donc voici un objet quelconque qui se trouve à 2 mètres du sol. Si on retient l'objet a un potentiel de se déplacer. Donc on retient l'objet, il y a une énergie potentielle gravitationnelle emmagasinée. Dès que je lâche l'objet va donc se mettre à tomber vers le sol et va tomber d'une distance de h, c'est-à-dire de 2 mètres. Donc, c'est ce qu'on veut dire par l'énergie potentielle gravitationnelle. L'objet a un potentiel de se déplacer de la hauteur à laquelle il se trouve. Donc, voici un exemple pour se pratiquer avec la formule. Un ouvrier est sur le toit d'une maison à 12 mètres du sol. Quelle est son énergie potentielle gravitationnelle si sa masse est de 81,5 kg? Donc, dans la question, on cherche l'énergie potentielle gravitationnelle. On connaît la hauteur à laquelle se trouve l'ouvrier. Hauteur est égale à 12 mètres. La masse de l'ouvrier est de 81,5 kg et je connais l'accélération gravitationnelle terrestre qui est de 9,81 mètres par seconde carrée. Je vais donc tout simplement appliquer la formule. L'énergie potentielle gravitationnelle est égale à mgh et je vais remplacer par mes valeurs. La masse de 81,5 kg fois 9,81 mètres par seconde carré fois la hauteur qui est de 12 mètres. Et l'accélération potentielle gravitationnelle est égale à 9594,18 joules. Si, bien évidemment, je veux respecter mes chiffres significatifs,
je pourrais le convertir en kilojoules. L'énergie potentielle gravitationnelle est donc égale à 9,6 kilojoules. J'ai divisé par 1000 pour obtenir mes kilojoules. Et voilà, j'ai répondu à la question. L'énergie potentielle gravitationnelle de l'ouvrier sur le toit est de 9,6 kilojoules. Il contient donc cette énergie-là pour avoir la possibilité de se déplacer. Maintenant, la conservation de l'énergie mécanique. Premièrement, qu'est-ce que l'énergie mécanique? En fait, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, c'est la définition. L'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle gravitationnelle que possède un objet ou un système. EM est égal à EC plus EPG. Et ça, c'est vrai en tout temps. Ensuite, la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique d'un objet demeure constante tout au long du mouvement. Donc, l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. C'est-à-dire que peu importe où est-ce qu'on se trouve dans le mouvement, l'énergie totale de l'objet est la même. Ce qui va changer, par exemple, ça va être la valeur de l'énergie cinétique et la valeur de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, voici l'exemple d'un objet en chute libre en 3 temps. Au premier temps, l'objet est à sa hauteur maximale. Au temps 2, l'objet est en chute, donc à une hauteur quelconque. Et au temps 3, son hauteur est égale à 0. Si on analyse alors la situation, l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie potentielle gravitationnelle plus l'énergie cinétique. Au premier temps, l'énergie potentielle gravitationnelle est à son maximum et l'énergie cinétique est égale à 0 puisque la vitesse initiale de l'objet est 0. Une fois qu'on a lancé l'objet, l'énergie mécanique est la même, est toujours égale à l'énergie potentielle gravitationnelle plus l'énergie cinétique. Ce qui a changé ici, l'énergie potentielle gravitationnelle, puisque l'objet n'est plus à la même hauteur par rapport au sol, l'énergie potentielle gravitationnelle a diminué, mais l'énergie cinétique a augmenté. On le sait, lorsqu'un objet est en chute libre, cet objet accélère, donc sa vitesse augmente. Donc l'énergie cinétique n'est plus égale à 0. L'énergie mécanique est la même. Au temps 3, l'énergie mécanique finale est la même que l'énergie mécanique initiale. C'est toujours égal à l'énergie potentielle gravitationnelle plus l'énergie cinétique. Et là, je parle au moment que l'objet percute le sol, dès qu'il rencontre le sol, pas après qu'il soit atterri et immobile. Donc, au moment que l'objet touche le sol, l'énergie potentielle gravitationnelle est maintenant égale à 0, puisque la hauteur est égale à 0, et l'énergie cinétique, maintenant, est maximale parce que l'objet a atteint sa vitesse maximale. Si on peut conclure quelque chose ici, puisque l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale et que l'énergie potentielle gravitationnelle initiale est maximale et que l'énergie cinétique finale est maximale et que les deux autres variables sont égales à 0, donc l'énergie potentielle gravitationnelle maximale, dans ce cas-ci, serait la même valeur que l'énergie cinétique finale. Donc voici un petit exemple pour se pratiquer avec la formule. Un rocher de 25 kg chute d'une hauteur de 85 mètres sans vitesse initiale. Calculer son énergie mécanique lors de son arrivée au sol. Donc, on peut calculer l'énergie mécanique initiale. L'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie potentielle gravitationnelle initiale plus l'énergie cinétique initiale. On dit que sa vitesse initiale est égale à 0, sans vitesse initiale. Donc, on sait ici que l'énergie cinétique initiale sera égale à 0. Je rappelle que sa formule, c'est 1/2 la masse fois la vitesse au carré. On ne l'a pas mentionné, mais voilà. Donc, l'énergie mécanique initiale
est égal à l'énergie potentielle gravitationnelle initiale. M initiale, G initiale, H initiale. M et G ne changent pas, c'est la hauteur qui changerait tout au long du mouvement. L'énergie mécanique initiale est donc égale à 25,0 kg fois l'accélération gravitationnelle, 9,81 mètres par seconde carrée, fois la hauteur de 85,0 mètres. L'énergie mécanique initiale est égale à 20,8 kJ. Donc, je l'ai converti directement en kilojoules pour conserver 3 chiffres significatifs. Sinon, la réponse était égale à 20 846 joules. Donc, ça, c'est l'énergie mécanique initiale. Cependant, on a dit que selon la conservation de l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. Donc, l'énergie mécanique finale est égale à 20,8 kJ. À partir de cette valeur, il serait facile de trouver la vitesse finale de l'objet. On utiliserait l'énergie mécanique finale, je vais juste faire la parenthèse, énergie mécanique finale est égale à l'énergie potentielle gravitationnelle finale plus l'énergie cinétique finale. On sait alors qu'à ce moment-là, l'énergie potentielle gravitationnelle finale est égale à 0. Donc, l'énergie cinétique finale, on pourrait utiliser sa formule 1/2 mv au carré pour trouver la valeur. Donc, pour la conservation de l'énergie mécanique, nous avons négligé le frottement. Évidemment, ici, s'il y avait un frottement, eh bien alors, on parlerait de la conservation de l'énergie totale. L'énergie totale d'un système est constante. S'il y a un frottement, une partie de l'énergie se transforme en énergie thermique. Donc, s'il y a un frottement ou une résistance de l'air, on le sait que quand il y a un frottement, l'énergie thermique est formée. Je vous invite à faire l'expérience. Donc, si vous prenez vos 2 mains et vous frottez vos mains ensemble, eh bien, vous observerez que ça se réchauffe. Donc, voilà, le frottement va causer une énergie thermique. Il y a donc une partie de l'énergie mécanique initiale que, lors du mouvement, est transformée en énergie thermique. Donc, ici, c'est la même chose. L'énergie totale initiale est égale à l'énergie totale finale. Cependant, dans l'énergie totale finale, on voit qu'on va inclure la variation d'énergie thermique perdue, entre guillemets, lors du frottement. Donc, pour vos exercices, si on ne vous parle pas de frottement, bien à ce moment-là, on va le négliger puis on parle juste de la conservation de l'énergie mécanique. Mais vraisemblablement, si un objet tombe, il y a la résistance de l'air. Si un objet glisse le long d'un plan incliné, il pourrait y avoir un frottement aussi. Et voilà, ça termine la matière du chapitre 16 du module 5.